buongiorno, c'est venu ainsi. Je vais dire quelques mots et il faut que tu traduises. Ouais. Ok. Avant de commencer mon texte, Allora lui dice qualche parola, io cerco un poco di aiutare per la comprensione. Prima di parlare del suo testo, je veux dire quelques mots avant de commencer le texte et Gemma Zontini va traduire. allora lui dice qualche cosa prima di parlare del suo testo, io do una mano a comprendere. Tout d'abord, je tiens beaucoup à remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui dans cette magnifique ville. Allora prima di tutto ringrazio gli organizzatori di averlo invitato oggi in questa città magnifica, mi è piaciuta molto. Tellement chargée d'images et d'histoire. Molto carica di immagini e di storia. Mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas parler votre langue. Gli dispiace solo di non parlare la nostra lingua. Je vous remercie aussi de m'avoir demandé de venir vous parler à propos d'un thème aussi important, aussi sensible. E ci ringrazia anche di averlo invitato a parlare di un tema così importante, così sensibile, nel senso di, come devo dire, che tocca delle sensibilità, che ha importanza, insomma. En étant... C'est la musique. C'est la musique du désir. Vabbè, la musica del desiderio. En étant proche évidemment de la Villa des Plaisirs et de l'ouverture récente, si j'ai bien suivi les nouvelles, des nouveaux termes du plaisir à Pompéi. Essendo anche questo tema, diciamo, gli è piaciuto parlare di questo tema, essendo anche vicino alla città dei piaceri e in particolare avendo sentito che recentemente si faranno dei lavori di restauro nella città di Pompei. Donc aujourd'hui, ça sera la Villa du Désir. Quindi oggi questa sarà la città del desiderio. Sur le propos qu'a tenu tout à fait remarquable propos de Gemma Zontini, je voudrais dire quelques mots. Per quanto riguarda la proposta che gli ho fatto io rispetto a questo tema del desiderio, vuole dire qualcosa. Parler du désir en tant que psychanalyste, parlare del desiderio in quanto psicanalisti exige d'avoir une théorie des pulsions. Esige l'avere una teoria delle pulsioni. Il n'est pas possible de parler du désir sans théorie des pulsions et toute parole sur le désir, tout propos psychanalytique sur le désir va traduire, dire en même temps la théorie des pulsions de celui qui parle. Allora non si può parlare del desiderio senza avere una teoria delle pulsioni e ogni cosa che noi diciamo sul desiderio esige che si abbia una teoria delle pulsioni, che chi parla abbia una teoria delle pulsioni. Par exemple, si l'on admet les origines somatiques de la pulsion. Per esempio se si ammettono le origini somatiche della pulsione. Tout le monde ne les a pas admis, même si pour Freud c'était fondamental que la pulsion était d'abord dans ses sources somatiques. Non tutti naturalmente ammettono questa cosa, anche se per Freud era fondamentale che la pulsione fosse radicata in queste fonti somatiche. Ensuite, sur la question de la valeur de la pulsion en tant qu'authentique besoin humain. Soprattutto per quanto riguarda il valore della pulsione in quanto bisogno umano autentico. Ensuite, sur le fait que la pulsion nécessite des transformations très importantes. E poi anche per il fatto che la pulsione necessita di trasformazioni molto importanti. Et que, en effet, et le propos de Gemma Zontini le dit très bien, que la régulation de la pulsion n'est pas instinctuellement programmée. E come avevo accennato anche io prima nella mia relazione, anche perché la regolazione della pulsione non è preprogrammata. Par contre, il y a une exigence, pour reprendre le terme de Freud, une exigence pour le psychisme de traiter, de modifier, de transformer, de porter la pulsion vers le désir. Al contrario, come diceva anche Freud, c'è una necessità di trasformare, di elaborare, di lavorare la pulsione per portarla verso il desiderio.
puisqu'elle a évoqué Lacan. Lacan s'était énormément appuyé sur l'idée de la néothénie. Siccome io ho parlato anche di Lacan, Lacan si è fortemente appoggiato all'idea della neotenia, C'est-à-dire une position de prématurité de l'humain par rapport à sa régulation instinctuelle. cioè la prematurità dell'umano in rapporto alla sua regolazione istintuale, Ce qui lui donne sa liberté. cosa che gli dà la sua libertà. Heureusement, nous ne sommes pas instinctivement programmés. Fortunatamente non siamo programmati sul piano degli istinti, Ce qui donne la qualité la plus importante du désir, cosa che dà al desiderio la sua qualità più importante, c'est son imprévisibilité, è la sua imprevedibilità, tant dans son émergence que dans ses destins. sia nella sua emergenza che nel suo destino, il suo sorgere che nel suo destino. Mon propos va s'appuyer sur la théorie des pulsions de Freud telle qu'il l'a présentée en 1920. E la sua relazione si fonda sulla teoria delle pulsioni di Freud come lui l'ha presentata nel 1920. Dans les milieux psychanalytiques, Nell'ambito psicanalitico. le premier temps de la théorie des pulsions, celle qui est sur la sexualité infantile, thème d'un congrès qui va avoir lieu en mai prochain, à Lyon d'ailleurs, La prima parte della sua teoria pulsionale è fondata sulla teoria della sessualità infantile, che sarà il tema del congresso di lingua francese a maggio. c'est-à-dire c'est la capacité des êtres humains à pouvoir satisfaire de façon hallucinatoire leurs pulsions. E questa sessualità infantile è in pratica la capacità degli esseri umani di riuscire a soddisfare allucinatoriamente la pulsione. Tous les auto-érotismes et toute la théorie du rêve, toute la doctrine du rêve de Freud est bâtie sur cette qualité-là. L'humain peut satisfaire de façon hallucinatoire sa pulsion. E tutta la teoria degli autoerotismi e del sogno di Freud si fonda su questa affermazione che l'umano si può soddisfare a partire appunto dall'allucinazione. Le deuxième temps de la théorie des pulsions de Freud, c'est le narcissisme. Il secondo tempo della teoria delle pulsioni freudiane è il narcisismo, C'est-à-dire qu'une partie de la pulsion doit servir à constituer le psychisme. cioè una parte della pulsione deve servire a costituire lo psichismo. Une partie de la pulsion est perdue pour la satisfaction sexuelle et est gagnée comme constituant l'épaisseur, la consistance du psychisme. Una parte, cioè della pulsione sessuale, della pulsione è perduta per la soddisfazione sessuale, ma viene invece conservata per dare spessore, per la costituzione dello psichismo. Le troisième volet, la troisième qualité de la pulsion est apporté par Freud en 1920 et est très négligé dans les milieux psychanalytiques. La terza, trasformazione della teoria delle pulsioni, la terza declinazione della teoria delle pulsioni invece è stata pensata da Freud nel 1920 ed è abbastanza trascurata nel contesto psicanalitico. Cette troisième qualité, c'est ce que Freud a appelé la pulsion est régressive. Questa qualità di questa terza elaborazione freudiana della teoria pulsionale è che la pulsione è regressiva. Sa qualité première, c'est de tendre vers un retour à un état antérieur jusqu'à l'inorganique. La sua tendenza è quella di ritornare, la sua tendenza regressiva è quella di ritornare a uno stato anteriore fino a regredire all'inorganico. En 1920, Freud écrit au-delà du principe de plaisir, Nel 1920 Freud dice e scrive al di là del principio di piacere que c'est son troisième pas, PAS, son troisième pas, the step, le troisième pas dans la théorie des pulsions. che è il suo terzo passo nella teoria delle pulsioni et que ce troisième pas rend intelligibles les deux autres. e che questo terzo passo rende intelligibile gli altri due.
Cela remet totalement en cause l'idée commune que la pulsion est uniquement une poussée constante, qui était la théorie de 1915. E questo rimette di nuovo in questione il fatto che la pulsione tende alla costanza, è una spinta costante, rimettendo quindi in questione tutta la sua teoria pulsionale elaborata fino al 1915. Et cela explique complètement que le fonctionnement mental ne puisse pas être continu, mais soit discontinu et oscillatoire. E questo spiega anche il fatto che lo stesso funzionamento psichico non può essere continuo, ma al contrario deve essere discontinuo, oscillatorio. L'être humain doit répétitivement régresser pour pouvoir traiter sa pulsion et la réorienter vers l'objet, vers l'extérieur. Mais il doit faire ce mouvement oscillatoire d'aller-retour. Allora, questo vuol dire che l'essere umano deve usare la pulsione per regredire e poi per poterla riorganizzare e rimandare in avanti, e deve fare questo movimento oscillatorio continuamente proprio per riorganizzare, come dire, il funzionamento pulsionale. Toute la théorie de l'après-coup de Freud se comprend ainsi. Tutta la teoria dell'après-coup di Freud si comprende in questo modo. Le désir de l'être humain est l'aboutissement de cet après-coup. C'est l'aboutissement d'une trajectoire oscillatoire. Tutta la questione del desiderio umano è il raggiungimento di questo après-coup, il funzionamento in après-coup che... Elle me demande ce que j'ai dit. Sì. Je ne sais plus. Je dire disais que le désir était le résultat d'une trajectoire. E poi? C'est bon? Oui, e après? Qu'est-ce que dit? Ça suffit. Ça suffit. Allora, ha detto che il desiderio quindi è il risultato di una traiettoria. Credo di ricordare dalla sua fase precedente una traiettoria che si organizza intorno a questa oscillazione tra una regressione e una spinta in avanti. C'est pour ça que nous pouvons comprendre la vie nocturne comme une régénérescence libidinale, comme une machine à régénérer de libido, et le désir étant on pourrait dire le peu de liberté, la liberté du réveil. Ed è così che possiamo comprendere la vita notturna come un momento di rigenerazione della libido, essendo il desiderio quel po' di libertà che noi abbiamo quando ci svegliamo. Voilà. Je pense que si je vous explique pas ces quelques points, cela devient très difficile de comprendre mon propos après. Ho voluto dirci qualche cosa, qualche punto principale, perché sennò poteva essere un po' complicato comprendere la sua relazione che leggevo. Le désir, une fois élaboré par ce circuit oscillatoire, va rester tendu entre son mouvement vers l'objet, mais aussi les tendances régressives au retour à un état antérieur. Perché il desiderio nel suo movimento verso l'oggetto è preso in questo circuito oscillatorio che appunto prevede anche non solo un andare in avanti, ma anche un tornare indietro a uno stato anteriore. Ce texte a été rédigé d'une surprise. Questo testo è stato scritto a partire da una sorpresa? Sì. À cause de l'expression faire l'amour. A causa dell'espressione fare l'amore. Il ne s'agit évidemment pas d'exhiber ici quelques mises en scène de jouissance sexuelle. Il s'agit de m'étonner du faire l'amour. Non si tratta evidentemente di mettere in scena nessuna esibizione che abbia caratteristiche sessuali, lui vuole parlare del fatto che si è stupito della frase fare l'amore. Donc faire l'amour est une expression de la langue française commune. D'accordo? J'ai supprimé certains passages que j'ai trouvés à la relecture trop difficiles, qui sont compréhensibles à la lecture, mais beaucoup moins à l'écoute.
Lui toglie qualche passaggio perché pensa che sono più comprensibili alla lettura che non all'ascolto, possono essere complicati da dire e quindi appesantire la cosa. Donc le texte reste le même, mais parfois je vais sauter quelques lignes. Il testo rimane lo stesso, ma qualche volta salterà qualche paragrafo. Donc faire l'amour, quand cette expression est prononcée sur un divan et qu'elle devient l'objet de l'attention du psychanalyste, cette attention régrédiente, c'est-à-dire l'attention vers l'inconscient, le privilège accordé à la dimension active par le verbe faire étonne, bien plus encore que la polysémie ouverte aux multiples définitions du terme amour. Elle laisse entendre, cette expression, une volonté de participer activement à l'événement de cet affect primordial par un acte des corps œuvrant la régression de la sensualité vers l'érogénéité d'organes, vers le sexuel d'organes. C'est pas simple. La spécificité de cette activité psychique régressive et passive est justement de suivre une régression sensuelle dont on n'a pas suffisamment pris la mesure. Cette régression sensuelle à partir du langage, du discours amoureux, grâce à la réalisation d'une série d'actes corporels organisés en diverses scènes actives-passives ayant pour visée l'exaltation des éprouvés corporels et pour moyen les jeux de déplacement et de condensation transposés sur chacune des parties du corps. Les mêmes mécanismes que ceux décrits par Freud pour le travail de rêve sont donc impliqués au niveau des zones du corps et non des représentations comme c'est le cas dans le rêve. Chaque partie du corps devient une zone érogène, les passages dedans-dehors étant plus sensibles que d'autres à cette régression sensuelle. Se dessine ici une carte de l'érogène, le corps comme carte de l'érogène, avec ses nuances, ses variations, ses avatars, ses perturbations. L'histoire sensuelle est singulière. L'histoire sensuelle est singulière. Je l'avais... Oui. Ah oui, c'est marqué. Très bien. Merci. L'érotisme se déploie dans un temps second. C'est comme le désir. C'est après. C'est un après-coup, l'érotisme. L'érotisme se déploie dans un temps second, après la mise en place première d'une sensualité ayant fonction de contre-investir l'attraction régressive vers le sexuel d'organes et au-delà vers une extinction pulsionnelle. La pulsion est régressive jusqu'à son extinction. E oltre questo come una estinzione sensuale, la pulsione è estintiva nella sua regressività. Je passe quelques lignes. Chez l'enfant, cette fonction de contre-investissement, contre-investir l'extinction, est assurée de jour par son environnement, la présence des parents, par son environnement et par le jeu, ses capacités de jeu, précurseur de la capacité à apprécier et jouir de la vie, et de nuit par le travail de rêve. Les mères veillent, les pères aussi, mais surtout les mères, veillent à ce que leurs enfants ne s'excitent pas au-delà d'un certain seuil, variable d'une mère à l'autre. Ce seuil fait partie de l'histoire de chacun. En séance, ce seuil appartient au registre de la réminiscence. Tous les patients ne s'excitent pas de la même façon et certains ont des capacités de porter en eux une très forte excitation sans se désorganiser.
La questione della soglia si vede in seduta per esempio attraverso il ricordo. Ci sono alcuni pazienti che hanno la capacità di portare un'eccitazione pulsionale anche molto alta però senza disorganizzarsi, no? E invece altri ovviamente al contrario, anche con eccitazioni più basse hanno una capacità disorganizzativa. Grazie. Au cours du rêve, c'est la censure qui a fonction de maintenir une ambiance sensible et sensuelle au sein de certaines limites, grâce à l'utilisation de représentations imagées, empêchant l'intensification de la régression libidinale sensuelle. Le rêve empêche la régression sensuelle. Il la limite. Insomma, il sogno impedisce, limita la regressione sensuale. L'instauration, je saute une ligne, l'instauration du corps sensuel pendant la prime enfance a donc une fonction première de retenue, d'empêcher l'extinction, de retenue, eu égard à cette extinctivité. La conversion sensuelle est la première inscription de retenue. Celle-ci s'ouvre seulement dans un second temps à la régression sensuelle vers la jouissance sexuelle. Il faut construire les retenues avant de pouvoir les défaire. Bisogna costruire le ritenute prima di poterle disfare. D'où le titre « Les loquets du corps ». Da cui il titolo I lucchetti del corpo. Donc, avant de s'ouvrir dans un second temps à la régression sensuelle vers la jouissance sexuelle et participe alors à l'ultime conflit de retenue, cette butée envers le corps somatique, celle qui se traduit par l'orgasme. D'autres formules, au pouvoir évocateur, figurent autrement cette implication des corps en tant que véhicule de la dite régression sensuelle. Ainsi, par exemple, chez Shakespeare ou Rabelais, la bête à deux dos, mais aussi la bête humaine chez Freud, sous la plume de Freud, qu'il a repris à d'autres. E anche Freud ha ripreso questa cosa della bestia a due schiene parlando della bestia umana. Cette régression sensuelle passive, j'insiste, passive, induite, voire cultivée par deux corps unis, grâce à des actes corporels qualifiés de préliminaires et qui inscrivent la pulsionalité en éprouvés corporels érogènes, constitue la vie érotique, la vie du désir. L'érotisme se définit de cette culture des préliminaires. Il n'y a que les préliminaires qui peuvent être cultivés. Donc l'érotisme se définit de cette culture des préliminaires et de sa visée régressive anticulturelle. L'érotisme est anticulturel. Et il est fondamental pour pouvoir, on pourrait dire, il est fondamental pour ne pas haïr la culture. L'alternance érotisme-culture est fondamentale pour ne pas haïr la culture. Quindi l'erotismo ha una mira regressiva anticulturale e l'alternanza erotismo-cultura è importante per non odiare, distruggere la cultura. Cette modalité de régression engage tout ce qui constitue le désir, la source libidinale, les éprouvés corporels, l'objet, partenaire. Le travail de l'érotisme porte tant sur la retenue à sa source, sur l'inscription fondatrice du corps sensuel érogène, que sur l'investissement du partenaire érotique, de son corps érogène et de ses propres cheminements régressifs. Les amoureux sont attentifs à la régression de l'autre. Gli amanti sono attenti alla regressione dell'altro. Si l'objet est contingent, expression de Freud, l'objet est contingent. Si l'objet est contingent, chaque individu est différent de tout autre. Je ne l'ai pas mis ça.
Ah, ok, se l'oggetto è contingente, ciascun individuo è diverso da tutti gli altri. Donc l'objet est promoteur de comparaison. Quindi l'oggetto è promotore di paragone. L'objet du désir est promoteur de comparaison. L'oggetto di desiderio è promotore di paragoni. La satisfaction érotique inclut la réussite de ce travail de l'érotisme. Et l'affect d'amour est la trace de son accomplissement. L'affect d'amour est la trace de la réussite de l'érotisme. L'affetto d'amore è la traccia della riuscita dell'erotismo. L'amour qui en résulte, le texte là, l'amour qui en résulte mêle le goût pour cet ensemble de scènes régressives, la satisfaction de son accomplissement, la tendresse pour le partenaire qui participe au fait de se laisser aller, à côtoyer la retenue antitraumatique à la source pulsionnelle. L'amour naît de cette expérience de contact avec le traumatique. Contatto con il traumatico. L'amore nasce da questa esperienza di contatto con il traumatico. L'amour naît de cette expérience de contact avec le traumatique de la petite mort. L'amore nasce da questa esperienza di contatto con il traumatico della piccola morte. Il s'accompagne, l'amour, d'un appétit d'excitation, d'une envie de solliciter encore le procès de régénération à la source, d'une tentative de s'affranchir de toute retenue, d'une haine envers le masochisme de fonctionnement lié à cette retenue, d'où la tentation de faire sauter le verrou régressif au-delà du masochisme protecteur du soma. C'est la définition de la passion. Questa è la definizione della passione, la tentazione di far saltare lo sbarramento regressivo, al di là del masochismo protettore del soma. Le livre qui décrit cela particulièrement bien, c'est Histoire d'eau. E il libro che descrive particolarmente bene questa questione è Histoire d'eau. Mais nous voyons cela tous les jours dans la clinique. Ma lo vediamo tutti i giorni nella clinica. Le texte. Le fantasme correspondant est celui d'une source continue et perpétuelle, d'une corne d'abondance de la bisexualité illimitée. D'une corne d'abondance de la bisexualité illimitée. Corne d'abondance. La corne d'abondance. La corne d'abondance. Un momento. Che ha detto? Ah. Sì. Un corpo di abbondanza? De quoi? L'abbondanza di quoi? À la bisexualité illimitée. Allora, un punto di approdo alla bisessualità illimitata? Illimitata. Ce fantasme, c'est le texte. Oui. Ce fantasme, nous le trouvons présent dans la conception de Freud de la source pulsionnelle telle qu'il l'a décrite en 1915. En 1915, Freud décrit la pulsion comme une poussée constante, illimitée. Nel 1915 lui descrive la pulsione come una spinta costante illimitata. Mais ces apports de 1920 nous obligent à une révision. En 1920, la pulsion devient régressive jusqu'à son épuisement. E nel 1920 la pulsione diventa regressiva fino al suo spegnimento. La source devient discontinue et incertaine. Le désir est incertain, lieu d'un conflit d'ambivalence. Le procès du désir s'avère donc complexe et fragile. Les demandes que les psychanalystes reçoivent et accueillent, quel que soit leur contenu manifeste, se réfèrent toujours de façon directe ou implicite à des perturbations le concernant le désir, à des troubles portant sur sa résurgence, sur l'exaltation de la sensibilité sensuelle et des qualités affectives qui en marquent la trajectoire. Dans les lignes qui suivent, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la source pulsionnelle, au procès qui la constitue et à cette conflictualité ambivalentielle qui l'occupe, voire la menace.
Ce conflit se situe entre deux scènes, une scène originaire, fondatrice du désir, et une productrice, et une scène primitive qui négative, qui épuise, qui empêche l'avènement du désir. Conflit qui s'exprime généralement par un bruit du corps. L'exemple le meilleur, L'esempio migliore di questo rumore del corpo c'est le petit texte de Freud sur une patiente paranoïaque qui contredit la théorie sur la paranoïa. è il piccolo testo di Freud su una paziente paranoica che contraddice la teoria sulla paranoia. Pendant qu'elle est occupée dans ses ébats amoureux, Mentre lei è occupata nei suoi ses ébats, c'est les ébats, la relation amoureuse, nella sua relazione amorosa, l'érotisme, nei suoi erotismi, elle entend le bruit du réveil lei sente il rumore del risveglio et elle déclenche son délire, il n'y avait pas de réveil, e questo mette in moto il suo delirio. Dans l'escalier, elle croise des jeunes hommes, elle pense qu'ils l'ont pris en photo derrière le rideau. Sulle scale lei incrocia degli uomini giovani e pensa che li hanno fatto delle fotografie dietro la tenda. Il s'agissait d'un bruit pulsionnel, d'un bruit de conflit de sa pulsionalité qu'elle a projeté à l'extérieur dans son délire. E allora in realtà si trattava di un rumore della sua pulsionalità, di un rumore del conflitto rispetto alla sua pulsionalità che lei ha proiettato all'esterno nel suo delirio. Elle n'a pas pu en faire un symptôme hystérique Non ha potuto farci un sintomo isterico, qui aurait été l'arrêt de la privation du plaisir avec son amant. che avrebbe rappresentato l'arresto, la privazione del piacere con suo amante, Mais elle en fait un délire paranoïaque. ma ne ha fatto un delirio paranoico. Donc, ce conflit s'exprime généralement par un bruit du corps, c'est le texte, une excitation messagère de ce conflit transposée dans les sons émanant des lieux externes d'exclusion. C'est plus s'il y a de bruit à l'intérieur de l'enfant, plus il entend les bruits dans la chambre des parents. Cioè più ci sono dei rumori evidentemente pulsionali nel corpo del bambino, all'interno del bambino, più lui sente questi rumori nella camera dei genitori. Moins il y a de bruit dehors, plus il y a de bruit dedans. Più c'è rumore fuori, più vuol dire che c'è rumore dentro. Les sons de la sensorialité sont alors les indices de l'existence d'une scène sexuelle d'exclusion et les indices du bruit exprimant ce conflit endogène à la pulsionalité. Je passe, Kathleen plus loin. Ainsi, le verrou et les loquets du corps, tel aurait pu être le titre de cet article. Le verrou, c'est le titre que Fragonard a donné à son célèbre tableau Galant. Il nous faudra peut-être l'image. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce tableau? Quelle exclusion souhaite-t-il, Fragonard, évoquer? Face à ce tableau, Daniel Arras, que vous connaissez peut-être, Daniel Arras, qui est un critique d'art. Il faudrait remettre le texte. Sì. Allora, On reviendra au tableau après. oui. Allora, questo Massaggio, no? sì. Ok, sotto vuoto. Qua. Sì. Ah. Pourquoi ce titre? Quelle exclusion souhaite-t-il ainsi évoquer? Face à ce tableau, Daniel Arras, qui est un critique d'art très connu en France, probablement chez vous aussi, subtil dénicheur de détails, c'est un critique d'art qui cherche toujours les détails les moins apparents, ceux qui n'ont jamais été pris en compte par les critiques d'art. È un critico d'arte che cerca sempre i dettagli meno apparenti, quelli che sono stati meno considerati dagli altri critici d'arte.
Il a donc la même démarche que le psychanalyste, de faire attention à des détails incidents. E insomma fa un po' la stessa cosa degli psicanalisti, si dà lo stesso compito degli psicanalisti, fa attenzione a dettagli incidentali. Donc Daniel Arras se laisse attirer par les plis du drap pourpré et sa symbolique sexuelle. On peut remettre le... Ah, dobbiamo rimettere la... Come si fa? Vince, mi rimetti il quadro per favore, scusa, mi spiace. Lasciamo aperta. Sì, forse lasciamola dietro a Word, che dici? Ok. Basta cambiare Basta così cambiare per così? fare il cambio. Ok. Dans cette partie, dans le tableau, quand on voit très bien le tableau, In quella parte là del quadro, quando vediamo bene il quadro, il y a des rideaux très épais, des grosses tentures, ci sono delle tende molto spesse et un lit, un immense lit avec baldaquin, e un letto molto grande con un baldacchino, tout défait le lit, è disfatto, completamente disfatto, laissant envisager, et Daniel Arras a raison, laissant envisager qu'il s'y passe beaucoup de choses pulsionnelles dans ce lit. lasciando naturalmente intendere, in questo Arras ha ragione, che succedono molte cose pulsionali in questo letto. Alors que le regard est attiré par ici, et le regard, le peintre a voulu nous faire oublier la scène de l'ombre. Mentre lo sguardo è attirato tutto dalla parte destra, come se il pittore avesse voluto farci dimenticare, non vedere la scena lasciata appunto in ombra. Donc mon propos consiste à vous montrer le conflit qui existe pour ce couple d'amants. Il suo proposito è quello di farvi dimostrarci il conflitto che esiste per questa coppia di amanti, Entre leur scène personnelle d'amants, fra la loro scena personale di amanti, qui nécessite, qui exige qu'ils ferment che necessita, esige, Le- chiude leur intimité au monde, la loro intimità al mondo, et le conflit entre leur scène privée, leur intimité fermée au monde, et cette scène pulsionnelle qu'on va appeler scène primitive qui se passe en arrière-fond du tableau. cioè il conflitto tra la loro scena personale, la loro intimità che è chiusa al mondo, e quest'altra scena che è una scena primitiva e che si svolge invece nel fondo del quadro, come nel fondo in generale, appunto come scena primitiva dell'intimità personale. Le peintre étale sur sa toile le conflit interne des amants. Il pittore mette sulla sua tela il conflitto interno degli amanti. C'est bon. C'est bon. On peut reprendre le texte. Oui. Eccolo qua. Vous pourrez regarder le tableau sur vos écrans. La partie sombre est très fournie avec tous ces rideaux, ces détails. C'est très important de regarder la partie gauche du tableau en détail. Si vous avez vos ordinateurs, vous pourrez regarder, c'est très impressionnant en effet. E se avete dei computer o dei tablet potete vedere direttamente il quadro, perché è importante, fa impressione, colpisce il fatto che nella parte sinistra, nella parte scura, ci sia una gran quantità di dettagli. Je reprends le texte et je cite Daniel Arras. Riprende il testo e riprende la citazione di Daniel Arras. Toute la partie gauche du tableau, écrit-il, est occupée par un lit dans un extraordinaire désordre. Les oreillers épars, les draps défaits, le baldaquin qui pend,
un spécialiste de Fragonard a eu cette formule admirable pour décrire le tableau. À droite, le couple, à gauche, rien. Ça, c'est très important pour le psychanalyste. À droite, le couple, à gauche, rien. A destra la coppia, a sinistra niente, questa è un'affermazione molto importante per gli psicanalisti. Pourquoi le critique d'art se laisse-t-il ainsi distraire du verrou manifeste placé dans le faisceau de la pleine lumière au profit de ce rien des clairs obscurs? Il cherche dans l'ombre, dans l'invisible, c'est le psychanalyste qui parle, il cherche dans l'ombre, dans l'invisible, le désir inconscient qui s'adresse à une scène primitive évoquée et non représentée. Ne sont représentés que les effets de la scène primitive. Non sono rappresentati che gli effetti della scena primitiva. Je passe 5-6 lignes. Plus bas. L'attention se porte donc sur les clairs obscurs du défait, de ce qui se défait, et sur les lourdes tentures aux ondulations évocatrices. Ce sont les tentures et les objets qui évoquent des corps. En fait, sur ce qui manque à être représenté, la scène primitive elle-même. Le lit est défait d'un autre couple auquel les jeunes amants ne sont pas indifférents. Le spectateur se détourne du manifeste, l'acte de pousser un pêne dans une gâche censé le recevoir. En français, les mots sont très symboliques d'un acte sexuel, puisque en français, la partie que l'on pousse du verrou s'appelle un pêne. In francese le parole sono allusive all'atto sessuale, perché in francese la parte che si spinge nel lucchetto si chiama pene. L'acte est très proche, évoque l'acte sexuel, le coït, mais les mots français évoquent aussi, sont très proches des parties du corps. L'atto in sé evoca il rapporto sessuale, il coito, ma anche le parole francesi per indicare gli oggetti sono delle parole che si riferiscono agli organi genitali. Donc l'acte de pousser un pêne dans une gâche censée le recevoir, acte pour le moins symbolique, mais qui a bien une autre fonction, celle d'instaurer une exclusion et d'établir l'espace de l'intime. Entre un extérieur aisément exclu, il suffit de pousser le verrou, et un intérieur non représenté, hors représentation, au pouvoir ô combien attracteur et duquel il convient de se tenir aussi exclu en s'étayant sur l'exclusion d'un extérieur. C'est ainsi que fonctionne la psyché. Pour traiter les opérations internes, elle met en place des opérations externes. È così che funziona la mente. Per trattare delle operazioni interne opera delle operazioni esterne, mette al loro luogo delle operazioni esterne. En fermant le monde extérieur, elle ferme le monde intérieur. Fermando il mondo esterno, chiudendo il mondo esterno, chiude anche il mondo interno. L'exclusion d'un extérieur sensoriel permet de soutenir l'exclusion d'un intérieur interne menaçant la sensualité. Ainsi, les amants se tendent-ils entre un lit de défaite qui n'est pas leur lit et un verrou de retenue. Leur préliminaire les exclut du reste du monde et ils se retiennent de leur précipitation au verrou lumineux. Le verrou leur permet de se retenir contre l'attraction de la partie gauche du tableau. Ne pas succomber à l'irrésistible aspiration du maelstrom figuré par les masses mouvantes de l'ameublement.
Ils s'apprêtent ensemble à se laisser vivre entre eux une scène des corps passive mais menacée de passivation. Nous avons souligné plus haut comment le langage commun ressaisit cette passivité par l'actif d'un faire et comment le poète figure cette fusion d'abandon par la célèbre bête à deux dos. Fragonard nous la montre, tendue dans l'établissement d'un jeu d'exclusion et de retenue. Le désir naît de ce conflit entre esclusion et retenue. Il desiderio nasce da questo conflitto tra esclusione e trattenimento e ritenuta. La régression sensuelle érotique des amants met ainsi des verrous sur leur intimité au profit de la levée des loquets posés sur leurs corps érogènes. Les corps se préparent, en particulier par leurs zones érogènes, à se laisser emplir d'une sensibilité érotique régressive et à mettre en latence toutes les fonctions acquises par l'éducation et la civilisation, à éprouver une plus ou moins lente resexualisation vers le sexuel d'organes. Un trajet similaire a lieu avec le langage qui ouvre le discours amoureux, celui de la scène de séduction, poursuit une régression aux mots en double sens, mots qui se rapprochent ainsi de plus en plus des zones érogènes et qui chantent, en devenant des métaphores, la scène sensuelle, les pensées et éprouvées dont se gonflent progressivement les amants. Ainsi vont les préliminaires dans un à rebours du langage. Così funzionano i preliminari in un procedere all'indietro del linguaggio. Cette retenue posée sur l'exclu se fait contre l'attraction de la défaite, contre celle du rien, contre celle émanant d'une autre scène primitive, l'autre scène absente du clair-obscur, seulement figurée par les masses, les formes massives de la literie. Le verrou se ferme donc à droite sur cette autre scène primitive à gauche. Ainsi le peintre représente-t-il deux scènes internes aux amants, transposées sur l'espace de la chambre et sur sa clôture au monde extérieur. En excluant ce dernier, le verrou soutient une retenue envers l'attraction de cette autre scène évoquée par l'exubérance du défait, scène primitive par laquelle il se sent aspiré en même temps qu'exclu. En agissant vers le monde extérieur cette exclusion, il s'oppose à celle qui les aspire de l'intérieur en faveur de leur propre scène sensuelle de jouissance. Mais quelle est donc cette scène non représentée? Il est habituel de dire dans notre discours théorique psychanalytique, de dire qu'il s'agit de la scène sexuelle des ex-parents redevenus couple d'amants, de leur chambre close nantie d'un verrou d'où s'origine le sentiment d'exclusion de tout enfant. Telle est la définition habituelle phénoménologique de la scène primitive, une définition qui se présente comme une représentation des objets oedipiens combinés, la relation d'un enfant à la liaison sexuelle de ses parents, relation d'exclusion lui assurant la construction de ses auto-érotismes et sa future liberté érotique. Peut-être un petit... J'ai ajouté là, c'est un petit ajout. Relation d'esclusion. Relazione di esclusione, il bambino contrae con i genitori questa relazione di esclusione. Qui lui assure che gli assicura la construction de ses auto-érotismes la costruzione dei suoi autoerotismi et sa future liberté érotique. E la sua futura libertà erotica. Cette liberté érotique est fondée par le fait d'être exclu. Questa libertà erotica si fonda sul fatto di essere esclusi. Il n'y a pas de plus grande possibilité de liberté Non c'è una maggiore possibilità di libertà que celle d'être exclu. che è quella che è legata all'essere esclusi. Toute la liberté s'acquiert dans l'exclusion. Tutta la libertà si costruisce nell'esclusione. Cette définition est en fait issue d'une transposition sur une réalité externe,
les parents, leur chambre, son verrou, transposition d'opérations mentales donc internes à l'enfant, réalisées sur l'agencement topique du lieu où il vit sa maison. Ces opérations se déroulent toutes à l'intérieur de lui, mais il en est exclu. Les fondements de la pulsion, tout enfant, tout adulte est exclu des fondements de sa pulsion. Ogni bambino è escluso dai fondamenti della sua pulsione. Être sujet de son désir, c'est être continuellement exclu des sources de sa pulsion. Essere soggetti del proprio desiderio è sempre escluso dalle fonti della propria pulsione. Leurs résultats le fondent en tant que sujet de son inconscient. Elles sont le lieu d'une négativité qui tente à empêcher leur accomplissement et qui participe à toutes les variétés d'achoppement de la sexualité. Je passe 5 lignes, plus bas. Ce sont toutes ces sensations endogènes qui informent l'enfant sur cette scène dont il est exclu. La scène dont l'enfant est exclu, il en a connaissance par ses sensations internes. La scena della scena da cui il bambino è escluso, il bambino ha conoscenza dalle sue sensazioni interne. Nous sommes informés de cette exclusion toutes les nuits par nos rêves. Siamo informati di questa esclusione tutte le notti dai nostri sogni. Impossibilité de faire nos rêves. L'impossibilità di fare? Impossibilité de faire nos rêves. Les rêves se font. Les rêves se font en nous. I sogni si fanno dentro di noi. Donc nous sommes exclus. E noi ne siamo esclusi. Pour nous, c'est très souvent banal. Pour certains patients, c'est persécutoire. Per noi è spesso banale, per alcuni pazienti questa è una cosa persecutoria. Le fait d'être exclu d'une vie qui se passe en eux est ressenti de façon persécutoire. Il fatto di essere esclusi da una vita che avviene dentro di loro è sentita come una cosa persecutoria. Je reprends le texte. Sì. L'enfant, il est prêt alors au protagoniste imaginé, fantasmé, ses parents, censés les vivre dans leur lieu d'exclusion, leur chambre. Il identifie leur scène à sa propre source. C'est ce qui explique que l'imagination des enfants sur ce qui se passe dans la chambre dépasse largement tout ce qui pourra jamais se passer dans une chambre. Questo fatto spiega la sfrenata immaginazione dei bambini su quello che accade nella camera dei genitori, che sorpassa qualunque realtà di ciò che veramente vi accade. Si l'imaginaire respectait la réalité des parents, il n'y aurait pas de théorie kleinienne. Se l'immaginario non superasse la realtà dei genitori, di quello che accade veramente tra i genitori, non ci sarebbe la teoria kleiniana. La scène primitive de Mélanie Klein déborde complètement la réalité de la vie érotique des parents. La scena primitiva di Melanie Klein supera completamente la realtà della vita erotica dei genitori. Le texte. L'enfant identifie leur scène à ses parents, à sa propre source. Il dramatise ses éprouvées sensations en scénarii représentatifs, en fantasmes dits de scènes primitives. S'originent là tous les scénarii à l'œuvre à sa propre source libidinale. 3 lignes. Hop, plus loin. Ce qui caractérise tous ces scénarios, c'est l'affect au niveau du verrou. Le sentiment d'exclusion que l'enfant déplace et dispose sur son espace relationnel, espace transitionnel de la maison. Sul suo spazio relazionale, sul suo spazio transizionale della casa. Mais au-delà de cette exclusion, c'est l'attraction par l'exclu, d'où la tentation de faire sauter tous les verrous de la retenue, d'outrepasser les lois de la régression sensuelle, de s'affranchir de tous leurs interdits, de se précipiter dans le transgressif. Il n'y aurait pas de psychanalyse s'il n'y avait pas une tentation très forte pour le transgressif. Non ci sarebbe la psicanalisi se non ci fosse una tentazione molto forte verso un'attrazione molto forte verso il trasgressivo. En contrepoint, l'enfant n'aura de cesse de représenter, de fantasmer cette scène primitive
parfois d'épier de sa curiosité la scène de transposition, parfois d'adosser toute sa triste vie à une telle porte. Certains patients passent leur vie collés contre la porte. Qualche volta i pazienti passano la loro vita incollati alla porta, L'œil collé au trou vide d'une serrure, souvent de dénier radicalement son existence. Toutes ces solutions utilisent la scène de la chambre des parents afin de s'opposer à la véritable, authentique scène primitive interne, celle occupant la source pulsionnelle de sa tendance extinctive et qui exige d'opposer à la régressivité le verrou du masochisme de la retenue. C'est ce qui explique que les représentations de la scène primitive puissent prendre des figures multiples, dépassant largement les modalités sexuelles et érotiques vraisemblables de tous les Kama Sutras. Ainsi, toute la fantasmagorie kleinienne mute-t-elle le lit et les corps du couple en monceaux morcelés, en boucheries ensanglantées, en envahissement par quelques aliens, en aspiration irrésistible par quelques autres mondes parallèles et mouvants. Certains enfants sont dans l'impossibilité de développer ce type de représentation à partir d'une telle transposition de leurs opérations processuelles, transposition agie dans tout leur jeu de pénétration, d'emboîtement, de dislocation, d'alternance des cachets trouvés, de va-et-vient multiples, d'entrées, de sorties, de tourniquets annonçant quelques tournantes, de tout ce qui évoque une pénétration et une absorption. Les enfants malheureux de l'absence de leur jeu vivent dans la scène primitive. Tels ces enfants autistes absorbés par une serrure, un gond qu'ils ne cessent d'actionner, dominent alors les jeux de trouage, de dislocation, de destruction, d'effondrement, de chute, de disparition, d'engloutissement, les cauchemars. Ces scénarios sont ceux des cauchemars. Ils luttent contre les terreurs nocturnes de la disparition du sujet en la scène primitive elle-même. À l'inverse, l'apprentissage des sphincters et de la motricité, la gestion de ces futures zones érogènes amène l'enfant à faire de son corps érogène, de ses auto-érotismes et de sa sexualité infantile une scène primitive pour l'autre. En étant exclu, il construit son monde dont il exclut l'autre. Nello stesso tempo lui costruisce il suo mondo dal quale esclude l'altro. Une scène primitive pour l'autre a posé ses propres loquets sur son corps à s'approprier celui-ci. Je saute. C'est ainsi que ses auto-érotismes, son sommeil, ses rêves deviennent des scènes primitives pour l'autre. À quoi as-tu rêvé? Che cosa sogni? Mais aussi pour lui-même. Par moments, il les ressent comme des lieux internes attracteurs, l'excluant, devenant alors externe, voire persécuteur. De même, les scènes du corps de l'autre, ces auto-érotismes de l'autre, même désexualisés, donc la pensée de l'autre, les rêves de l'autre, tout ce qui sollicite, pour reprendre une formule de Lacan, le désir du désir de l'autre. Toutes les scènes privées, intimes, deviennent des scènes primitives d'exclusion au pouvoir attracteur. Il y a certains patients qui réveillent leur conjoint. Quand ils sont, les insomniaques réveillent l'autre. Ci sono dei pazienti che risvegliano il loro coniuge, gli insonni svegliano gli altri. Les enfants s'imprègnent à la dérobée des adultes occupés à leurs activités dont ils ne sont pas les objets. Adultes occupés, par exemple, à lire, à réfléchir, à conduire, à écouter, à converser, à admirer un paysage, à savourer un mets, un vin, à apprécier un objet esthétique, occupés à quelques soins du corps, à l'abri du verrou de la salle de bain, des toilettes, des WC. Les scènes de la vie quotidienne sont infinies où l'enfant se ressent exclu de la sensualité de l'autre. Il tente d'en être l'objet et souhaite être bu. Il n'y a rien de tel qu'un enfant à table qui regarde les adultes. Gargantua est né de ces représentations. È nato dalle sue rappresentazioni. Les scènes de la... Oui, il tente d'en être l'objet, être bu, être mangé, être lu, être deviné.
Le langage commun, les mots doux, les injures nous parlent de ces multiples identités issues du désir d'être l'objet de la sensualité de l'autre. Se déploie aussi une identification aux auto-érotismes même de cet autre, être l'éprouvé sensuel de l'autre. Je veux être ce que tu ressens. Voglio essere quello che tu senti. Ressentir la même sensation que lui, voire être sa source, se saisir de sa source. Se reconnaissent là les jeux d'imitation, singer l'autre, vous connaissez les jeux des enfants, singer l'autre jusqu'à son exaspération. Et quand l'attraction négativante insiste au risque de s'emparer de l'enfant, celui-ci devient infernal, instable. Sa compulsion le pousse à déranger l'adulte, à aller le réveiller, l'empêcher de lire, à briser ses activités solitaires. Il réclame l'enfant, exige, réveille ses autres afin qu'ils deviennent ses verrous. Les conduites cruelles, harcelantes, trouvent aussi leur origine dans ce sentiment d'être exclu du désir de l'autre, de son narcissisme, de sa source non captable, la fable, la poule aux œufs d'or. Ça doit être une fable d'Ésope, non? Sì, la favola della gallina dalle uova d'oro. Je saute 6 lignes. Nous voici donc avec une scène originaire qui rassemble l'exclusion de la chambre, les représentations de la bête à deux dos, la source de la pulsion, le corps sensuel et le partenaire érotique. Cet originaire est adossé à la scène primitive de la régressivité pulsionnelle, ressentie comme une attraction au-delà des loquets de l'érogénéité, au-delà du verrou, du masochisme de retenue, donc extinctive. Le verrou posé sur la porte, la gâche recevant le pêne, figure les opérations réversibles qui permettent l'oscillation banale entre les mouvements de désexualisation et ceux de resexualisation, incarnés tout particulièrement au niveau des zones corporelles où ce va-et-vient se met doublement en scène les zones érogènes. S'y réalise la co-excitation sexuelle, mêlant les jeux de va-et-vient entre intérieur et extérieur au balancement des désexualisations, resexualisations. Les fantasmes originaires disent ces différents jeux. Je passe 5 lignes. Freud, pour désigner les 10 fantasmes originaires, a privilégié les représentations d'objets et dissimulé les éprouvés corporels. Insister sur la seule part objectale de la dynamique des fantasmes originaires, c'est négliger le fait que le corps de chair est une production de la psyché. Il n'y a pas de corps sans psyché. Non c'è corpo senza psiche. Réalisé par une conversion de l'économie libidinale sur le soma, fondant ainsi le corps érogène. Certes, la mise en place des procès de ressourcement et d'inscription libidinale nécessite-t-elle la présence d'un autre? L'objet est fondamental dans le fait d'installer les processus psychiques. L'oggetto è fondamentale per installare il processo psichico. Je saute 10 lignes. Mais il faut aussi que la psyché trouve les moyens de figurer les tendances extinctives. Il faut que la psyché puisse figurer les tendances extinctives pour s'opposer à elles, afin de s'y opposer. Elle y parvient en utilisant le champ des représentations et les mises en scène de leur effacement, par exemple par l'hallucination négative. Je réalise l'effacement. Par leur retranchement illustrant les théories sexuelles de la castration, donc par des mises en scène de destruction, de disparition. Prenons un exemple. Comment peut-on représenter le sourire du chat du Cheshire, Alice au pays des merveilles? Comment peut-on représenter le sourire du chat du Cheshire sans dessiner sa bouche? Comment représenter le manque de sourire sans en faire l'aboutissement d'une disparition, d'un retranchement, la conséquence d'un effacement? Vous vous rappelez dans progressivement le chat qui s'efface. Sì. Vi ricordate il gatto che progressivamente si cancella?
D'où la nécessité de la notion de castration dans la théorie psychanalytique et comme théorie interne à la psyché. Bien avant les smileys et les émoticônes, le révérend père Charles Dodson, alias Lewis Carroll, maître du nonsense anglo-saxon, nous en a donné une illustration dessinée par John Tenniel. Une fois enlevé la queue, les pattes, le corps, les oreilles, le front, les yeux, le nez du chat, il ne reste plus que son sourire porté par le dessin de sa bouche. Enlever la bouche, il ne reste plus que le mot sourire, sans représentation de choses spécifiques, plus que le mot. Cette digression par Alice et son pays des merveilles a une portée plus fondamentale pour nous. Comment représenter le manque de queue, le manque de pattes, le manque du corps, sinon en faisant subir à leur représentation un acte de retranchement, donc par un acte qui fait disparaître. Quindi per un atto che fa scomparire. C'est là la nécessité de la pensée théorisante. Nous ne pouvons pas aborder la psyché sans théorisation. Non possiamo affrontare lo psichismo senza una teorizzazione. C'est là que la pensée théorisante intervient en faisant du manque une absence liée à une présence antérieure, alors que la réalité, c'est seulement l'absence. Laddove la realtà è solo l'assenza. Il n'y a donc pas moyen de penser le manque sans l'associer à une représentation et à une théorie et sans recourir aux mots. Mais ce faisant, quand nous faisons comme cela, nous nous éloignons du manque dans sa réalité. Ma quando facciamo questo ci allontaniamo dalla mancanza nella sua realtà. C'est ainsi que nous abordons la différence des sexes. La petite fille est un petit garçon à qui on a enlevé son pénis. La bambina è un bambino a cui hanno tolto il pene, Ce qui n'est évidemment pas la réalité. che non è la realtà. Mais c'est indispensable pour pouvoir aborder psychiquement la différence des sexes, d'avoir cette théorie à l'intérieur de nous. Ma è indispensabile per affrontare interiormente la differenza dei sessi avere dentro di noi questa teoria. Il en est de même avec la scène primitive. Les représentations innombrables qui l'accompagnent sont des fantasmes de scènes primitives, des théories sexuelles infantiles. Ces représentations contre-investissent la qualité propre de la scène primitive, cette négativation de l'existant, la disparition. Il convient donc de ne pas confondre scène primitive et représentation de la scène primitive. Quand l'homme au loup vit l'aspiration à la disparition dans la scène primitive, il sauve sa peau, il se sauve lui-même en sacrifiant la partie pour le tout. Il lâche son sphincter anal et émet une selle. Puis, il peut poursuivre, reconstruire ses auto-érotismes et une scène équivalente, un atergo entre ses parents dont il est exclu. On ne saura jamais si le atergo a existé entre les parents. Ce que l'on est sûr, c'est que l'homme au loup a prêté le atergo a ses parents. Non sapremo mai se questo coito tergo è veramente esistito tra i suoi genitori. Quello che sappiamo è che l'uomo dei lupi ha prestato questa teoria alla relazione dei suoi genitori. La scène primitive en tant que telle se trouve donc en hétérogénéité radicale avec tout discours qui veut en rendre compte. Idem pour la différence des sexes. Lo stesso per la differenza dei sessi. Le propos sur la différence des sexes reste totalement hétérogène aux effets de la différence des sexes au sein de chacun de nous. La teoria intorno alla differenza dei sessi resta radicalmente eterogenea alla reale differenza dei sessi che però riguarda ognuno di noi. Certes, il nous reste les mots, mais en même temps les mots nous trompent. Certo ci rimangono le parole, ma nello stesso tempo ci ingannano. Les mots permettent de dire le ressenti du sourire, l'éprouvé du manque, la différence, et également ils peuvent dire la négativation. Mais en plaçant toutes ces réalités dans leur propre champ, dans le champ du langage, celui d'une positivité du faire, il dénie la réalité de la chose dont il parle.
La positività del fare nega la realtà della cosa di cui si parla. Par l'acte même de la nomination, de l'énonciation, la scène primitive se trouve subir une dénégation. Seule l'installation d'une régression sensuelle permet le cheminement régrédiant des éprouvés jusqu'à la source pulsionnelle sans succomber aux attractions de la scène primitive. Cette instauration se fait par un long chemin réalisé en 2 temps selon le procès de l'après-coup, le biphasisme de la sexualité humaine. Il bifasismo della sessualità umana. La sensualité et l'érotisme relèvent de l'après-coup. L'accomplissement de ce procès, tel est l'objectif des traitements psychanalytiques. En même temps que les traitements psychanalytiques, par le fait même qu'ils ne peuvent que passer par le langage, il n'y a pas d'autre voie, peuvent aussi participer au déni de ce dont ils parlent. Per il fatto che i trattamenti psicanalitici passano per il linguaggio, non c'è un altro senso, non c'è un altro modo, possono partecipare alla negazione di ciò di cui parlano. Dans les meilleurs des cas, heureusement ils existent, dans les bons cas, au cours d'une cure, la relation à la scène primitive se modifie, la carte de l'érogène intime est transformée et est régressivement libérée. À ce moment-là, notre travail est terminé. Merci.